juin 2010, la ville de Toronto s'apprête à vivre des heures dramatiques, alors que des milliers de citoyens pacifiques envahissent les rues à l'occasion du sommet du G20. L'événement va devenir historique en raison de la force brutale utilisée par la police pour mettre fin au rassemblement. 10 mois après les événements, nous vous présentons des images inédites de la répression policière, vues de l'angle des manifestants, armés de leurs cellulaires et caméras. Ces images témoignent du dérapage policier dont certains manifestants, pris au piège, ont été victimes. En les voyant, on se demande si les policiers ont dérogé à leurs règles déontologiques et surtout si la liberté d'expression de simples citoyens voulant exprimer leur opposition aux politiques des grands de ce monde a été supprimée. Les autorités n'ont rien laissé au hasard pour assurer la sécurité de la ville de Toronto en vue du sommet du G20. Des clôtures ont été érigées partout. Plus de 10 000 policiers venant de toutes les régions au pays ont été déployés dans les rues du centre-ville pour appuyer le service de police de Toronto. Pour ce week-end de manifestation, une dizaine d'autobus transportant des étudiants de diverses universités montréalaises s'apprêtent à partir vers Toronto. Dans le groupe, une jeune étudiante en sciences sociales de l'UQAM, Maryse Poisson, qui n'a rien d'une casseuse. Avec une centaine d'autres Québécois, elle va loger dans un gymnase de l'Université de Toronto. Moi, je dirais que c'était plutôt festif, là. Tout le monde, les gens se retrouvaient aussi de différentes organisations, différentes universités. C'était une bonne ambiance. On était un gros groupe. Ouais, l'ambiance était très bonne. En banlieue de Toronto, John Prine se prépare aussi à aller manifester paisiblement. Il n'a rien non plus d'un hors-la-loi. Il a perdu une jambe dans un accident il y a plusieurs années et travaille pour Revenu Canada. Je n'avais pas prévu y aller. Nous ne voyons pas souvent notre fille qui étudie à l'université. Nous allions passer la fin de semaine en famille à voir le G20 et visiter Toronto. Nous sommes le samedi. Le maire de Toronto accueille les derniers leaders du G20. Tout au long de la journée, les manifestants convergent vers le Parlement ontarien à Queen's Park. Cette zone avait été désignée officiellement pour la tenue de manifestations pacifiques. Plus de 10 000 personnes s'y rassemblent. L'atmosphère est à la fête. Plus loin, les choses tournent au vinaigre. Une poignée de vandales commence à s'en prendre aux commerces et aux voitures de police. Mais la police n'est pas là, ayant pour ordre de protéger avant tout le site du sommet et de surveiller les manifestants loin du grabuge. Une grave erreur stratégique, admet aujourd'hui le directeur de la police de Toronto, Bill Blair. J'aurais préféré qu'on puisse réagir beaucoup plus rapidement. À Queen's Park, la plupart des manifestants ne savent rien de la casse, mais les policiers cherchent dans la foule des responsables du saccage. Tout à coup, plus personne n'est à l'abri de soupçons, surtout ceux qui portaient des vêtements noirs. Tout chavire. Tout à coup, surgissent de nulle part des policiers en civil qui entrent en action. John Prine continue de se promener dans la ville en souriant. Il cherche sa femme. Fatigué, il décide de s'asseoir par terre. J'étais fatigué, ma jambe me faisait mal. Et puis, quelqu'un a donné l'ordre de circuler. Un policier m'a sommé de marcher. J'ai répondu que je ne pouvais pas me lever. Le policier a saisi ma prothèse et l'a tiré d'un coup sec. Ils me traînaient sur le béton. Je criais pour attirer leur attention avec mes lunettes dans la bouche. Je voulais qu'ils sachent à quel point ça me faisait mal. Des manifestants de toutes sortes se sont fait prendre dans la rafle. Des gens ordinaires qui n'avaient rien à voir avec le saccage des casseurs. À la fin de ce samedi, 291 personnes avaient été arrêtées. Maryse Poisson a senti l'agressivité des policiers. En l'espace de 45 minutes, on est arrêté 2 fois par des groupes de policiers qui nous entouraient, qui nous demandaient nos cartes d'identité, qui voulaient nous fouiller. Donc là, on a vraiment senti que l'atmosphère était lourde. Il y avait presque plus personne dans les rues. On vous disait quoi? Dès qu'on a commencé à parler avec eux, ils se sont mis à nous traiter de fucking Frenchie, à nous dire qu'on avait juste à retourner au Québec.
Le lendemain matin, la centaine de Québécois qui dormaient dans le gymnase à l'Université de Toronto se sont fait réveiller par des policiers armés. Je me réveille, il y a des policiers qui rentrent en courant dans le gymnase avec des gros fusils, des policiers anti-émeute, donc certains qui ont le casque, tout. Il y en a un, je me rappelle très bien, qui courait à travers le gymnase avec un teaser pointé sur les gens qui disait bougez pas, personne bouge, personne bouge ». Les policiers étaient vraiment surarmés là, pour des jeunes qui dormaient en pyjama là, le matin. Oui, c'était vraiment impressionnant. La police soupçonne le groupe d'avoir commis la veille des gestes illégaux et s'apprêtait à en commettre d'autres. 6 heures plus tard, Maryse et tous les autres étudiants québécois qui dormaient dans le gymnase seront arrêtés et menottés. Vous êtes tous en état d'arrestation pour avoir participé à un émeute. Vous avez tous... Durant cette même journée, Jason McDonald s'est aventuré avec sa sœur à la manifestation. Il avait apporté sa caméra. Jusque-là, tout va bien. Mais à 4 coins de rue du sommet, toutes les issues sont bloquées. Ils sont pris au piège. Ça s'annonce mal. J'ai levé les mains, puis quand je me suis retourné, j'ai reçu un coup de bouclier au visage. Je me suis retourné à nouveau et j'ai vu un type qui avait le dos tourné aux policiers. Ils l'ont pris par la gorge et l'ont emmené de force. Puis, le cordon de policier s'est refermé. Quand j'ai vu ça, j'ai su que j'allais subir le même sort. Jason a fait partie des 1100 personnes amenées dans un centre de détention de Fortune. Des autobus pleins y déversaient les détenus, notamment Maryse Poisson. Le bus rentre dans cette espèce d'hangar-là. Puis à notre gauche, il y avait déjà 3 grandes cages avec une trentaine de filles dans chaque cage. C'est carrément une cage de métal avec un grillage, avec une toilette chimique ouverte sans porte. Puis là, je vois des groupes de filles qui étaient déjà en petite boule ou en train de crier, de taper dans les grilles en demandant de l'eau, en criant pour avoir un avocat. Puis devant nous, il y avait une trentaine de policiers. Puis là, il y avait déjà des portes où ils conduisaient les gens. On voyait qu'ils emmenaient les gens qui étaient menottés. Puis là, j'ai compris que, waouh, on allait me mettre dans une de ces cages-là aussi. Puis j'ai compris qu'il y avait une trentaine de cages en arrière de ces portes-là aussi. Puis quand j'ai vu le nombre de personnes qui étaient arrêtées, là, ça m'a vraiment impressionné aussi. Là. Il y avait des centaines de personnes qui étaient menottées dans des cages. Là. Pendant de longues heures, les détenus seront privés de nourriture et d'eau. 20 heures plus tard, Maryse, comme des dizaines d'autres détenus, fera l'objet d'une fouille à nu. Ils ont sorti une première fille de notre cage, donc on était une vingtaine. Ils lui ont pas dit où est-ce qu'elle allait. Puis, donc ils l'ont emmenée à l'extérieur. 15-20 minutes plus tard, ils l'ont ramenée. La fille était en train de pleurer, elle shakeait, était en train de crier à tout le monde. Il fouille tout le monde à nu. Fait que moi, ça a pris jusqu'au lendemain matin, jusqu'à 5 heures du matin. Fait que 20 heures après mon arrestation, ils ont décidé qu'ils allaient finalement me fouiller à nu. Est-ce qu'on vous a dit pourquoi on vous fouillait? C'était juste pour nous humilier. Il n'y avait pas de raison. On pouvait rien cacher, justement, là, après 20 heures en prison comme ça. Fait que finalement, c'est ça. On m'a demandé de me déshabiller, de mettre mes mains par terre, de faire un squat, puis de tousser. Puis ça a été ma première fouille à nu, mais j'ai été fouillée à nu une deuxième fois aussi. Là. Une deuxième fois? Ouais. Le G20 a duré moins de 48 heures, mais les arrestations se comptent par centaines. Le dimanche, les manifestants convergent vers le centre de détention pour protester contre ces arrestations. À nouveau, on sent que la police perd le contrôle face aux manifestants. Elle utilise du gaz lacrymogène et même des balles de caoutchouc. 10 autres personnes sont arrêtées. À l'intérieur, John Prine doit attendre 27 heures, assis sur une chaise roulante dans une cage, avant d'être relâché. On lui a finalement remis sa prothèse, mais pas ses cannes, ni ses lunettes et son argent. Il n'a jamais pu retourner à son travail à Revenu Canada. Je suis en congé de maladie et
Je prends des antidépresseurs. J'essaie de m'en remettre, j'imagine. Je prends ma retraite plus tôt que prévu. Maryse Poisson passera, elle, plus de 36 heures avant de pouvoir parler à un avocat. En tout, elle sera détenue pendant 60 heures avant de comparaître devant un juge. Elle affirme que les Québécois francophones étaient ciblés par les policiers. Les 100 Québécois qui ont été arrêtés dans le gym ont été le groupe qui est resté le plus longtemps en détention. On est tous restés 50, 60 heures en détention, alors que beaucoup d'autres personnes qui ont été arrêtées dans la rue ont juste été relâchées rapidement. Jason McDonald, après avoir été arrêté, a décidé de poursuivre la police. Quand je vois un policier, mon estomac se noue. S'agit-il d'un bon ou d'un mauvais? C'est toujours ma première pensée. Maryse Poisson a été accusée de complot dans cette histoire. Mais 4 mois plus tard, les accusations sont tombées pour elle et pour la centaine de Québécois qui couchaient dans le gymnase de l'Université de Toronto. La police n'avait pas de mandat pour procéder à leur arrestation. Malgré ces témoignages, le chef de la police de Toronto continue de défendre ses hommes. Nous enquêtons les cas pour lesquels des plaintes ont été portées. Il y avait, selon moi, une véritable menace à l'ordre public dans la ville de Toronto. Nous avons tenté de trouver l'équilibre entre toutes les responsabilités qui nous incombaient. Le sommet du G20 passera à l'histoire pour avoir été le théâtre de la plus grande arrestation massive de l'histoire du Canada. Nous évaluons toujours si nous avons bien agi dans tous les cas. Je crois que nous avons fait de notre mieux. Mais faire de son mieux, est-ce suffisant pour la police? 9 enquêtes sur le comportement des policiers du chef Blair sont en cours actuellement. Ce sera aux autres de juger. Maryse Poisson est revenue à Montréal, marquée par son arrestation et sa détention à Toronto. J'étais vraiment révoltée aussi par ce qui s'est passé, là, mais profondément, là, que ça puisse se passer au Canada, puis que ça puisse se passer de cette façon-là, que personne réagisse presque. Là. Il y a toujours la vieille histoire qui revient, t'avais juste à pas aller manifester. Mais ça, c'est la pire manière de voir ça. Si on n'a plus le droit d'aller dire notre opinion, de montrer au moins qu'il y a des Canadiens qui sont en désaccord avec ce que le gouvernement canadien fait, si on dit aux gens « restez chez vous, vous avez juste à rester chez vous », ça, c'est la pire chose qui peut arriver pour moi. C'est de dire aux gens « on est dans une démocratie, mais restez chez vous, dites pas ce que vous pensez ». Sur les 320 personnes qui ont fait l'objet d'accusations, 12 ont plaidé coupables. 86 causes sont pendantes devant les tribunaux.